Suivez tous les samedis de 9h à 9h35 sur la chaîne GCTV, votre émission. Ici, une émission animée par Sim Timouri. Suivez tous les samedis de 9h à 9h35 sur la chaîne GCTV, votre émission. Bonjour, vous êtes sur la GCTV, vous êtes bien arrivé dans votre émission Les Jeunes d'aujourd'hui. Vous n'êtes pas sans savoir que chaque samedi, vous suivez sur la GCTV à cette heure l'émission qui entretient les jeunes. Et vous qui nous suivez de par le monde, les jeunes du monde entier, nous vous disons merci. Et vous qui nous écrivez pour nous encourager, nous vous disons merci de continuer dans ce sens. Ça veut dire que ce que nous faisons ici vous intéresse. Donc aujourd'hui, nous sommes là encore pour vous parler de la paix. Et qui dit la paix dit développement. Le thème d'aujourd'hui est quelle jeunesse pour une paix durable. Et je crois que vous qui nous suivez, surtout la jeunesse togolaise, vous êtes invités, bien sûr, à développer la paix partout où vous vous trouvez. Et aussi, dans cette émission, nous allons aussi faire un clin d'œil à la guerre qui est entre l'Ukraine et la Russie. Donc, ce matin, j'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau notre grand frère, si je peux le dire ainsi. Et il est jeune. Peut-être que les gens vont dire, mais avec sa forme, il n'est pas jeune. C'est un jeune comme nous, il n'est pas âgé et c'est lui qui va nous entretenir dans cette émission. Donc, j'ai l'honneur de vous présenter Monsieur Guédié Achou et l'homme qui est l'invité de ce matin. Et c'est avec lui que je vais débattre. Monsieur Guédié, vous êtes bien arrivé? Oui. Comment vous allez? Je vais très bien. Et la famille? La famille va bien aussi. D'accord. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau aujourd'hui. Le plaisir partagé. Merci. C'est un réel plaisir pour moi aussi d'être sur ce plateau. Et je salue tous nos téléspectateurs. Oui. Et sans eux, nous ne sommes rien. Donc, cette émission nous essaie de partager beaucoup de choses avec la jeunesse. C'est un bon travail que vous faites ici. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes analyste politique et vous êtes membre de AD, Temple Shalom, Temple Patmos d'Avedji. Oui. Et dans cette émission, nous entretenons bien, nous donnons vraiment des leçons à la jeunesse chrétienne et non chrétienne. Donc, avant de commencer, je voudrais qu'on fasse un clin d'œil à ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. Et parce que il y a des jeunes qui sont là-bas, même je peux dire la diaspora africaine, des jeunes aujourd'hui qui ne savent pas vraiment à quel sens se vouer. Et ils sont tellement menacés. Bon, vous êtes un analyste politique. Quelle remarque faites-vous par rapport à cette guerre qui existe entre la Russie et l'Ukraine? Oui, cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est une guerre, je peux dire, qui ne date pas d'aujourd'hui. Mais la réactivité de la Russie, que ce que les gens qualifient de l'invention de l'Ukraine, aujourd'hui, on peut dire que ça date depuis les années 60, quand l'URSS existait. Oui. Donc l'Ukraine fait partie de l'URSS. Après l'éclatement de l'URSS, elle a eu son indépendance. Mais les États-Unis aujourd'hui, ou bien l'OTAN de façon générale, veut faire entrer l'Ukraine dans leur organisation transatlantique. Et ce que la Russie voit comme un danger pour sa sécurité, une menace pour lui. Donc la Russie dit non, il ne peut pas accepter que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. Parce que quand il rentre dans l'OTAN, les États-Unis ou bien l'OTAN vont installer leurs missiles aux frontières de la Russie. Et c'est une menace potentielle. Et c'est ce qui fait que la Russie a plusieurs fois haussé le ton, mais ils n'ont pas écouté. Et ça a créé aujourd'hui cette guerre que nous déplorons. Il y a vraiment
des choses sur le plan humanitaire, des catastrophes, des millions de gens, de réfugiés et puis de morts. Et je pense que c'est vraiment déplorable. Et nous avions su que la diaspora africaine qui était là en Ukraine souffre aujourd'hui. Et à un moment donné, on refusait même de laisser partir cette diaspora qui veut quitter l'Ukraine. Donc, beaucoup de choses qui se passent. Et c'est vraiment, pour l'homme, de façon générale, une catastrophe. Oui, selon vous, en tant qu'analyste politique, qui va gagner ou qui gagne dans cette guerre? C'est la Russie ou soit l'Ukraine ou bien les alliés? Si je veux parler des alliés, je veux citer et les États-Unis et les pays européens. Qui gagne dans cette guerre? Aujourd'hui, je pense que nous voyons ce que les deux côtés y perdent. Et la Russie a engagé beaucoup de moyens pour faire cette guerre. Et ils pensaient que dans quelques semaines, ils devaient remporter, mais ça traîne. C'est les vies humaines qui sont en perte. Il y a l'investissement, l'argent, parce que quand il faut les moyens militaires, c'est pas petite affaire. Donc, l'Ukraine aussi, c'est sa population qui est en train de mourir. Ce n'est pas les Russes qui périssent. Donc, aujourd'hui, ni l'Ukraine ni la Russie ne gagnent. Les Occidentaux, ils investissent là-bas, ils soutiennent cette guerre. Au lieu qu'on passe par le dialogue, ils essaient de soutenir encore la guerre par les moyens militaires. Eux aussi, ils investissent. Et entre-temps, la Russie bombarde aussi les entrepôts des armes. Ça veut dire que ce qu'ils investissent, ce qu'ils envoient comme l'argent, c'est détruit. Donc, je pense que personne ne gagne dans cette affaire. C'est l'humanité tout entière qui est en train de subir, parce qu'aujourd'hui, même l'Afrique, nous subissons les effets de cette guerre. Parce que nous voyons aujourd'hui l'inflation sur les produits alimentaires. Aujourd'hui, entre-temps, quand j'ai demandé les bonnes dames, l'huile de vaisselle qui était à 25 000, aujourd'hui à 30 000, ça fait au moins un cinquième. Je pense qu'il faut que nous tous, nous sachions que la guerre ne peut rien résoudre. Donc nous devons essayer de dialoguer, d'avoir l'entente et de voir comment on peut partager la vie en communauté. Merci, monsieur Elom. Nous allons continuer dans cette émission sur le thème « Quelle jeunesse pour une paix durable ?» Je crois que s'il y a la guerre entre Russie et l'Ukraine, après tout, c'est autour de la table ronde qu'on doit dialoguer et s'entendre et faire venir la paix et pour que les armes retournent à leur place, je crois. Yes. Oui, quelle jeunesse pour une paix durable? Aujourd'hui, si on parle de paix, qu'entendons-nous par la paix en quelques secondes? De façon générale, nous pouvons dire que la paix, c'est l'absence de conflit. C'est l'absence de tensions ou de guerre. Mais la guerre aussi, c'est un concept qui désigne un état de tranquillité, un état de calme et de repos. Mais quand nous parlons d'état de tranquillité, ça ne veut pas dire que on fait impliquement l'absence de conflit. En toute société humaine, il peut y avoir des conflits. Mais notre capacité à dialoguer, notre capacité d'écoute, notre capacité à résoudre les conflits, c'est ça qui maintient la stabilité de la paix. Donc, la paix, tout le monde, nous devons aspirer à la paix. Donc, c'est de façon générale ce que je peux dire par rapport à la définition. Mais aujourd'hui, quand je dis que la paix n'implique pas l'absence de conflit. Ça voudrait dire qu'il va y avoir toujours les conflits dans une société. Il y aura toujours des conflits. Mais comment nous devons résoudre ces conflits? Donc, l'homme en société, quand nous sommes en communauté, nous devons savoir que dans chaque communauté, il y aura toujours des conflits. Et dans nos proverbes africains, on dit que s'il y a deux gobelets qui sont sur l'eau, il ne peut jamais éviter de se rencontrer ou bien de se cogner. Tout à fait. Donc, avec cette sagesse africaine, nous devons savoir qu'il doit y avoir toujours des gens, des conflits entre deux personnes, bien une communauté. Mais notre capacité à les résoudre, c'est ça qui est très indispensable. Donc aujourd'hui, quand je vois peut-être les gens, cette conscience doit nous éveiller partout dans la société, même dans nos maisons. Et en Afrique, nous savons que nous habitons très souvent dans les cours communes. Il y a beaucoup de communautés là-bas, donc beaucoup de familles là-bas. Et ces familles sont souvent victimes des conflits, des querelles, parce que beaucoup ne savent pas qu'en communauté, il y a toujours des problèmes. Si les gens, chaque personne est consciente qu'il y aura toujours des conflits, quand le conflit vient,
on ne va pas s'emporter, le conflit ne va pas nous emporter, mais le conflit va nous donner un sursaut de solutions, de dialogue, pour qu'il y ait toujours l'apaisement. Donc, je voudrais aussi dire à tous les jeunes qui nous écoutent, qui nous suivent, que même, il y a certains, des fois, on pense que quand je suis peut-être, nous sommes en Afrique, je parle des réalités africaines, je suis peut-être chez un grand frère ou bien chez un oncle, dans les premières semaines, ça va, 1 mois, 2 mois, 3 mois, il y aura toujours des problèmes, des difficultés, il arrive toujours. Donc, si chacun est conscient que tant que je suis avec quelqu'un, tant que je côtoie une personnalité, une personne, je suis dans une communauté, il y aura toujours les conflits. Quand les conflits viennent, on va prendre ça de façon calme. On aura notre calme pour pouvoir résoudre le conflit. Mais aujourd'hui, quand les gens ne font pas attention, ils pensent que je dois être en bon terme chaque temps avec la personne. Non. Même 2 frères jumeaux, il y a toujours la querelle, mais il faut toujours... Oui, est-ce que la paix rime avec le développement d'une nation où les jeunes vivent sous le seuil de la pauvreté? Oui, aujourd'hui, quand nous parlons de la paix, oui. Quand il y a la paix nous donne l'énergie de s'occuper des autres choses qui concourent au bien-être. Donc aujourd'hui, je pense que le commerce est indispensable pour le développement. Sans le commerce, c'est le commerce on peut définir de façon générale que le commerce, c'est l'ensemble des moyens de production, de distribution des biens dans la communauté. Donc quand ces moyens de production et distribution marche très bien dans la société, ça enrichit l'économie du pays. Mais quand il y a la paix, le commerce, ça marche. Mais quand il n'y a pas la paix, c'est aujourd'hui, ce qui se passe en Ukraine nous donne vraiment l'éclaircissement de ce que la guerre ou bien la violence crée. À cause de ces 2 pays qui sont très loin de chez nous, nous les Africains, nous souffrons déjà ici. Tout à fait. Aujourd'hui, en Afrique subsaharienne, nous ne sommes pas tous encore victimes. Mais quand nous allons en Afrique du Nord, parce qu'il dépend vraiment du blé de l'Ukraine. Donc, ils souffrent énormément. Et je peux dire aujourd'hui qu'une jeunesse qui vit dans le sous-développement ou bien dans l'extrême pauvreté, si on ne fait pas attention à apporter des solutions à la pauvreté de la jeunesse, ça crée comment on appelle, des tensions. Des tensions, et ces tensions entre les jeunes peuvent pouvoir mettre en péril la paix que nous cherchons. Malgré qu'il y a la paix, nous devons profiter de cette paix pour développer le climat social, le climat économique de la jeunesse. Parce que cette jeunesse aujourd'hui, quand nous voyons les tendances qui riment dans ce qui se passe dans le Sahel, et c'est les jeunes souvent qu'on utilise pour les zones de conflit, les zones de tension. C'est ça. Donc, il suffit que les gens vivent dans la pauvreté et ils sont très, très, très faibles à convaincre parce que tu n'as pas des moyens. Quelqu'un te dit oui, je te donne ça, tu vas me faire ça. Et puis, ils sont vite pris au piège de la violence. Donc, nous devons essayer toujours d'apporter une solution de développement à notre jeunesse. Sinon, notre jeunesse, à un moment donné, peut être emportée. Donc, j'appelle les pouvoirs publics et politiques à vraiment pencher sur le développement socio-économique de la jeunesse. Oui, justement, je voudrais vous poser la question. Oui, est-ce que les gouvernants pensent à leur jeunesse aujourd'hui? Prenons l'exemple des pays africains, où aujourd'hui les jeunes, après avoir obtenu des diplômes dans des grandes universités, cherchent à travailler, ne trouvent pas. Même l'entrepreneuriat, c'est difficile. Il y en a même qui tentent même leur chance en traversant même, comment l'appelle-t-on, l'océan pour aller en Europe et ils perdent leur vie. Est-ce que les dirigeants africains pensent réellement à leur jeunesse? Oui, quand j'analyse vraiment les actions politiques qui ont été prises en faveur de la jeunesse africaine, et en particulier de la jeunesse togolaise, il y a des choses qui ont été mises en évidence. Mais je pense que notre culture, nous surtout les pays francophones, notre culture, dès le bas âge, notre éducation scolaire n'a pas été axée sur l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup, quand on est à l'école, on pense que quand je vais sortir, je vais travailler dans une administration, dans un bureau.
Et aujourd'hui, par l'augmentation de la population, ça fait qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics ne peuvent pas satisfaire toutes les demandes d'emploi. Donc aujourd'hui, je pense que l'entrepreneuriat est indispensable pour pouvoir essayer de donner les moyens aux jeunes. Donc il faut d'abord aujourd'hui introduire dans nos éducations dès le bas âge, au cours primaire, l'entrepreneuriat, l'idée d'entreprendre, l'idée d'être autonome. Donc nous avons l'idée d'être trop accrochés à l'État. Or, l'État, ce qu'il peut faire, ça ne peut pas nous suffire. Donc, ce qu'il nous faut, c'est d'être autonome, d'entreprendre de nous-mêmes. Et je pense que c'est une culture qu'on doit introduire à nos enfants dès le cours primaire pour que chacun pense développer son entreprise demain. Qu'au lieu de travailler dans la fonction publique, dans une administration, il faut essayer que les gens pensent au privé. Oui, si aujourd'hui, tel que vous venez de faire votre développement, je crois que dans les pays francophones, l'éducation au niveau de bas âge est tellement faussée, je crois. Oui. Oui. Est-ce qu'il ne fallait pas aujourd'hui que les dirigeants puissent réformer le secteur éducatif? Et qu'est-ce qu'ils attendent? Mais il faut changer. Il faut que, qu'on dise, mais, comme vous venez de le dire, comme on le voit dans les pays francophones, même au CP1 déjà. Anglophone. Anglophone, bien sûr. Si tu veux peut-être devenir, comment l'appelle-t-on, un mécanicien auto, et tu veux faire quoi? Donc, déjà, tu as pris déjà ton option jusqu'à l'université. Mais pourquoi ne pas réformer le secteur éducatif pour qu'aujourd'hui, les jeunes qui sont là, ils sachent déjà que après mes études, après mon diplôme, donc je vais devenir tel. Et non chercher à nouer la cravate et rester dans les bureaux climatisés et la chance ne sourit pas. D'abord, je voudrais dire que très souvent, nous pensons que c'est dans les bureaux qu'il y a l'argent. Mais normalement, les gens doivent savoir que ceux qui font les formations plus techniques ou professionnelles, c'est eux qui gagnent de l'argent. Mais comment? Les gens se disent, mais si par exemple, je suis recruté par l'État, mais aujourd'hui, c'est que moi je comprends, oui, qu'il y a de l'argent, mais je peux faire des prêts, et maintenant, ça peut me permettre de faire des prêts réalisés, que de rester individuellement. Mais est-ce que ceux-là, ils n'ont pas raison? Ils ont raison, mais à court terme. À court terme. Oui, à long terme, si nous voulons une société émergente, je pense que l'entrepreneuriat est indispensable. Parce qu'aujourd'hui, quand ce que l'État peut faire pour inciter la jeunesse à entreprendre, c'est de financer le début d'entrepreneuriat des jeunes. Aujourd'hui, il y a le FAEJ qui fait beaucoup de choses, mais il reste encore à encadrer et à soutenir ces jeunes pour essayer de les encadrer jusqu'au développement de leur entreprise. Quand on finance les entreprises, on ne va pas les laisser de façon embryonnaire et puis les quitter. Il faut les suivre jusqu'au développement. Vous savez que la personne est arrivée à la maturité avant de le laisser. Donc aujourd'hui, si l'État arrive à accompagner les jeunes dans l'entrepreneuriat, ça va faire que chaque personne sait que j'ai un soutien derrière. J'aurai un suivi qui va me permettre d'être stable avant de me laisser voler. Donc aujourd'hui, ça va faire que beaucoup vont s'engager dans l'entrepreneuriat. C'est très important pour le développement. Oui, si dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup à faire, c'est-à-dire il y a de l'argent pour s'auto-suffire et aussi réaliser beaucoup de choses. Oui, pourquoi aujourd'hui les jeunes peinent à entreprendre? C'est ça, j'avais essayé de... Est-ce que c'est manque de moyens ou bien c'est le financement, je peux le dire ainsi? Parce que, oui, c'est le manque de moyens. Et le financement, l'État finance, mais le financement de l'État ne comble pas toutes les attentes de la jeunesse. Donc, il faut encore beaucoup investir dans la jeunesse. Donc, si on investit dans la jeunesse, ça va faire que les gens... Le problème, le Togolais a peur aussi d'investir. Est-ce que c'est le Togolais seul? De façon, moi, je vis au Togo. Je vois la jeunesse. Je suis jeune. Je suis jeune Togolais. Je vois ce que les Togolais font. Maintenant, est-ce que vous pouvez comparer, comment vous comparer la jeunesse togolaise à celle d'un pays limitrophe?
Quand je vois... Est-ce que la jeunesse togolaise, elle est paresseuse? La jeunesse togolaise, les Togolais sont des gens travailleurs. Ils sont courageux. Quand tu vas dans les entreprises, les Togolais bossent beaucoup. Même quand les jeunes Ivoiriens viennent au Togo, ils voient comment nous travaillons. Mais les Togolais vont là-bas, ils voient comment les Ivoiriens travaillent. Nous travaillons beaucoup. Mais le Togolais a peur d'investir. Je me dis, avec mon salaire, j'arrive à me suffire. Si je prends et j'investis et que je n'ai pas de retour, qu'est-ce que je vais devenir? C'est cette peur d'investir qui bloque la jeunesse togolaise. Donc c'est parce qu'il n'y a pas d'accompagnement et le suivi. Quand la personne dit, ah, il y a le soutien, il y a un encadrement qui me suit jusqu'à terme. Donc, même si peut-être je n'ai pas réussi, on ne va pas essayer de m'étouffer à toujours solder ce que j'ai eu comme prêt pour le crédit, pour mon financement. S'il n'y a pas ça, je pense que chacun serait libre d'entreprendre quelque chose. Mais la peur d'investir, la peur d'échec fait que les gens ne veulent pas investir. C'est ça aussi le problème. Donc, moi, mon idée, c'est que l'État doit accompagner les jeunes jusqu'à l'aboutissement des objectifs des entreprises que les gens veulent créer. Quand la personne a une entreprise stable, on peut le laisser voler. Comme nous essayons d'aider nos enfants. Les enfants grandissent chez nous. À un moment donné, quand les enfants ont la maturité, on peut les laisser aller voler sur leurs propres ailes. C'est ça l'État. L'État est comme un parent pour nous. Pour la jeunesse, l'État est un parent pour la jeunesse, pour l'accompagner, le soutenir jusqu'à sa maturité et le laisser voler. Mais quand on le laisse au milieu, la jeunesse, quand les gens voient les autres qui ont investi, ils n'ont pas réussi. Je vois beaucoup de gens, ils font des prêts, ils investissent, mais ça ne réussit pas. Oui, justement, oui, je crois que le temps est en train de passer. Oui, aujourd'hui, la jeunesse chrétienne, mais comment est-ce qu'elle peut contribuer au développement de son milieu? Quand nous voyons aujourd'hui, il y a assez de chrétiens, bien sûr. Oui, comment est-ce que cette jeunesse chrétienne peut-elle contribuer au développement de son milieu? D'abord, nous avions dit que la paix est la base du développement. Oui. Et parce que quand il n'y a pas la paix, il n'y a pas le développement. Tout à fait. Et quand il y a le développement, il n'y a pas la paix. À un moment donné, le développement va s'autodétruire. Donc, nous devons entretenir la paix. Parce que quand la paix existe, il y a le développement. Quand le développement existe. Donc, les deux sont des choses qui vont de pair. Nous ne devons pas seulement voir la paix. Aujourd'hui, j'interpelle les pouvoirs publics à ne pas seulement asseoir les politiques sur la paix, mais pour voir aussi le développement. Quand il y a le développement, ça peut étouffer les germes de tension, les germes de conflit dans la jeunesse. Et j'interpelle aussi la jeunesse chrétienne à cultiver la paix. En quoi faisant? En cultivant la paix dans nos quartiers. En quoi faisant exactement? Aujourd'hui, pour cultiver la paix, il faut sensibiliser les autres jeunes sur les dangers de la violence. Quand je vois les gens qui braquent les gens sur les routes, ils emportent leurs millions et des fois ils enlèvent la vie aux autres. Tout à fait. Et c'est toute une famille qui détruisent sans savoir. Mais en tant que chrétien, nous savons que quand tu poses un acte ici, tu seras victime un jour. Donc, j'appelle les chrétiens à sensibiliser les autres jeunes dans les écoles, dans les maisons, sur la non-violence. Oui, maintenant, ces jeunes chrétiens aujourd'hui qui sont là et que ils n'entreprennent pas, si je peux le dire ainsi, je veux revenir sur l'entrepreneuriat. Oui. Mais qui disent, mais il y a un jour que peut-être Dieu va peut-être faire des miracles dans sa vie. Est-ce qu'il faut rester pour dire que non, mon étoile brillera, un jour Dieu va faire des miracles? Parce que nous voyons beaucoup de jeunes chrétiens, hein, je mets l'accent sur les jeunes chrétiens. Oui. Est-ce qu'il faut rester croiser les bras pour dire que non, bon, le jour va arriver où Dieu va me ouvrir les portes? Je crois que nous devons changer de mentalité. Le miracle, Dieu fait des miracles, mais Dieu n'aime pas les paresseux aussi. Et la Bible dit que celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de Dieu. Donc, en tant que jeune, si tu veux que Dieu te regarde favorablement, Dieu te soutient dans tes entreprises, il faut entreprendre quelque chose. Il faut commencer quelque part. Il faut prendre des risques. Il faut être courageux d'entreprendre pour pouvoir... Dieu ne fait pas de miracle comme ça. Jésus, avant de faire le miracle avec 5 pains et 5 poissons, il a eu un jeûne
C'est un jeune qui a apporté quelque chose. Dans la foule, les grands n'ont pas économisé. C'est le jeune qui a économisé, il a donné le reste et Dieu l'a béni. Donc, il faut que nous apportions ce que nous avons. Notre énergie pour le travail. Ce que nous connaissons. Nous ne devons pas rester pour attendre le miracle. Le miracle, c'est quelque chose qui crée le miracle. C'est ce que je voudrais dire. Que les jeunes essayent de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et par la prière, le Seigneur va les récompenser dans ce qu'ils font. Oui, justement, il y a des jeunes aujourd'hui qui entreprennent. Des jeunes qui entreprennent, je peux dire des chrétiens ou des non-chrétiens. Et comme vous l'avez dit très haut, qui ont peur d'investir. Oui, qu'est-ce que vous pouvez quand même leur dire pour aujourd'hui, pour qu'ils, à travers cette émission, qu'ils sentent que non, en investissant, donc on peut gagner. Oui, quel serait que vous pouvez leur donner? Et je pense que quand tu restes à la maison, tu n'as rien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu vas rester mourir? Non. Il faut que la jeunesse chrétienne surtout soit consciente que quand la jeunesse est pauvre, elle est méprisée. Mais pour nous donner la valeur, la voix à nous les jeunes de parler, il faut que nous arrivons à travailler. Quand tu commences, Dieu va t'aider. Quand tu commences, les gens vont t'aider. Je pense que l'État ne prend pas n'importe quel jeune pour financer ses projets. Il faut que les gens qui s'assoient quelque part, écrivent des projets et les présenter quelque part. Donc aujourd'hui, la jeunesse chrétienne doit réfléchir comment monter mon projet. Il y a aussi les formations techniques dans l'entrepreneuriat qu'on donne, comment monter un projet, comment suivre un projet, comment chercher un financement. Si nous avons tous les acquis, comment entreprendre, comment financer, et nous frappons les portes qu'il faut, Dieu va toucher les gens pour qu'ils soutiennent nos projets. Donc si la jeunesse dit qu'il n'a pas de travail, il reste à la maison. Je pense que c'est un défaut pour la jeunesse chrétienne. Et la jeunesse doit se ressaisir en allant où je peux trouver ceci. Parce que si tu cherches quelque chose, la Bible dit, si tu frappes, on t'ouvrira. Si tu cherches, tu vas trouver. Donc aujourd'hui, nous ne devons pas rester parce que ça ne va pas. Mais nous devons savoir comment je devais avoir ceci. Comment je peux faire pour avoir ceci. Et en cherchant, il y a toujours la solution. Surtout nous les croyants, quand nous prions, Dieu essaie de nous révéler les moyens qu'il faut pour passer. Oui, un jeune qui est en train de nous suivre aujourd'hui à travers cette émission, peut-être, certainement, il se pose des questions. Oui, monsieur Guédié Athiou est l'homme, analyse politique, mais ce monsieur qui vraiment nous donne ses conseils, comment est-ce qu'il a pu réussir sa vie? Est-ce que en 2 minutes, vous pouvez quand même, comment vous êtes arrivé à sortir la tête de l'eau? Oui, d'abord je rends grâce au Seigneur qui nous soutient dans tout ce que nous faisons. Et je suis issu d'une famille très très modeste et les gens qui ont vu mon parcours académique peuvent le témoigner. Mais j'aime m'accrocher aux choses. Mes débuts n'étaient pas faciles. Au début, ce que je gagnais ne me suffisait même pas à se déplacer. Et des fois, je suis obligé de faire une semaine entière sur le site de mon travail. Et après le week-end, je regarde parce que je ne peux pas chaque temps payer mes allers-retours. Aujourd'hui, le Seigneur m'a béni parce que j'ai tenu. Il y a un moment de découragement, mais j'ai tenu jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'à arrivé un moment, vous vous êtes senti, non, c'est comme je vais lâcher, il faut lâcher. Vous avez eu ça? Je suis un chrétien qui prie et des fois Dieu nous donne des promesses que je vais te bénir, je vais te faire ceci. À un moment donné, je dis Seigneur, toi, j'ai entendu, tu m'as dit que tu vas me bénir. Et c'est la condition ça. Parce que la condition dans laquelle j'ai débuté, c'était vraiment déplorable. Mais aujourd'hui, je n'ai pas découragé. Je peux témoigner pour que les jeunes aient confiance en Dieu. Tout à fait. Parce qu'à un moment donné de ma vie, le début de mes carrières, j'étais démoralisé un dimanche matin. Je disais, Seigneur, pourquoi cette situation? Et j'avais ouvert la radio JV entre-temps et on prophétisait, on faisait le culte en direct un dimanche matin. Et j'ai écouté le culte et la personne prophétisait, il disait, le Seigneur, en français, il dit,
Dieu dit, qui met la main à la charrue, n'a rien, n'est pas digne de lui. J'ai écouté, j'ai pris mon courage. Je ne savais pas que c'était de moi Dieu voulait parler. J'ai fait le mieux. Je ne veux pas aller à l'église. En ce moment-là, j'ai fait un effort, je suis allé à l'église. Au culte, vers la fin, Dieu a inspiré, le Saint-Esprit a inspiré encore la femme de notre pasteur a prophétisé encore de nouveau. C'est en effet, elle autre a prophétisé que le Seigneur dit de lui faire confiance, de tenir bon, de lui faire confiance. Et à ce moment-là, j'ai dit vraiment que c'est de moi Dieu parlait. Et depuis là, j'ai changé ma mentalité. Je me suis accroché, même c'est dur. Les gens se moquaient de moi parce que j'ai quitté fraîchement le banc. Je n'ai pas d'expérience, mais on te laisse tout seul un boulot. Tu ne peux pas l'accomplir. Et les anciens peuvent te moquer de toi. Ils vont faire tout. Mais je n'ai pas. J'ai gardé le moral. Aujourd'hui, je peux dire sur le plan technique, je suis quelqu'un accompli et peut-être je peux apprendre à ces anciens-là des choses plus techniques parce que nous avions eu des choses sur les bancs que nous pouvons. Donc, les chrétiens doivent tenir bon dans les difficultés. Oui, je voudrais dans cette émission de pouvoir nous dire quelle a été votre relation entre vous et Dieu. Comment vous vous êtes comporté devant Dieu avant d'avoir sa bénédiction. C'est ça qui est très important pour les jeunes d'aujourd'hui, que ce soit les non-chrétiens ou les chrétiens. Oui, quelle relation il faut avoir envers son Dieu? Oui, merci. Ces questions me permettent de parler brièvement un peu de ma vie, surtout quand j'étais élève. Oui. Je crois que je suis un chrétien et dès mon jeune âge, je suis élevé dans le christianisme. Et arrivé à un moment, j'ai été en vacances à Nangbeto. Et un frère m'a amené là-bas. J'ai vu les installations, comment les choses sont, les choses techniques. On me parlait, le technicien, le superviseur qui m'indiquait les choses. J'étais émerveillé, j'ai dit Seigneur. Et à ce moment-là, il y a mon frère là qui m'a amené là-bas. C'était un beau frère. Il m'a dit, si tu bosses bien, tu es bien en mathématiques et en physique, tu peux travailler comme lui un jour. Et j'ai dit, ah ok. J'étais en quatrième à ce moment-là. J'ai dit, ok, Seigneur, si tu pouvais m'aider à étudier, à réussir dans la vie, et que je vais dédier ma vie à toi. Et en ce moment-là, j'ai commencé à avoir une relation d'intimité avec le Seigneur. Et je priais le Seigneur. En ce moment-là, comme j'ai fait le vœu au Seigneur de m'accrocher à lui, j'ai dit, je ne vais plus maintenant me mettre comme les autres mondes, les jeunes du monde. Donc, problème de filles, non. Problème de loisirs, non. Donc, je m'accrochais à mon cahier et à la prière. À un moment donné de ma vie, il y a des fois que le monde veut te tenter, mais quand je vois au vœu que j'ai fait au mon Dieu, je suis toujours accroché. Bizarrement, le Seigneur a fait, après mon CPD, j'ai fait l'enseignement technique, le lycée technique de Gomé. Je voulais faire la technique. Je ne sais pas, j'ai vu les filières. J'ai dit, je vais faire électrotechnique. Bon, au début, je ne savais pas quelque chose, ce que c'est l'électrotechnique. C'est après que j'ai dit, quand je suis rentré, j'ai vu que l'électrotechnique est rentré dans l'énergie, dans la production de l'énergie. Donc, ça fait allusion au barrage de Nangbeto aussi. Donc, vous voyez que ce que Dieu fait, il nous trace des voies si nous le faisons confiance. Donc, j'ai fini mes études. Je priais, moi-même, je priais pour que le Seigneur m'aide à travailler à la CEB, la compagnie électrique du Bénin. Et c'est cette compagnie qui produit l'électricité là, qui produit et transporte l'électricité au Togo et au Bénin. Donc, au début, j'ai fait un petit job là-bas, mais je n'ai pas pu rester là-bas. Mais je m'accrochais toujours à Dieu, je ne me suis pas découragé. Au moment où on devait passer le concours de la CEB, j'ai pensé, mais je n'ai pas réussi. Or, je faisais un petit job dans l'entreprise comme aider technicien et des jobs insignifiants, malgré que j'avais le diplôme. J'ai quitté le BTS fraîchement. Donc, quand on a fait le concours, j'ai échoué. J'ai dit, Seigneur, pourquoi? Mais j'ai accroché. À un moment donné, je discutais avec un frère. Et un frère d'église, il m'a dit, je lui disais, on nous a dit de cotiser à l'église. Il dit, et nous les jeunes qui n'ont pas d'argent, comment on va faire? Et je dis, mon frère, si tu trouves quelque chose, il faut me... Il dit quoi par exemple? Il dit, n'importe quoi, je peux faire tout. Et il m'a dit, ok, il va voir. Après, il m'a dit d'envoyer mes CV, ce que j'ai fait. Je lui ai dit, j'ai fait tant. Et qu'il va voir son boss pour moi. Il a vu son boss. Le boss a dit, il va voir. Après, il m'a dit qu'on m'a appelé de venir lundi pour l'entretien. C'est là que j'ai commencé. L'entretien d'embauche. D'embauche. Et j'ai commencé.
l'entretien, au début, c'était pas facile. C'était dur parce que je n'avais pas tous les bagages possibles. Oui. C'est un domaine carrément, je suis dans le domaine de manutention portière. C'est un domaine très différent que de ma formation, mais j'ai essayé d'accrocher à Dieu, d'apprendre. Donc la jeunesse doit toujours apprendre. Mais si ce n'est pas ton domaine, tu dois continuer de bosser dedans pour cerner les contours. Donc aujourd'hui, Dieu m'a placé. Aujourd'hui, je suis un superviseur technique dans une société de manutention au Togo. Oui, les jeunes qui nous suivent, je crois, c'est un très bel exemple de pouvoir emboîter les pas vraiment de M. Guédio Athiou et l'homme que Dieu a béni. Franchement, je crois que nous allons terminer en 2 minutes cette question. La jeunesse d'aujourd'hui, est-ce que c'est une jeunesse politisée, si je peux le dire ainsi, peut avoir l'espoir pour demain? Est-ce qu'on peut avoir l'espoir sur la jeunesse politisée ou demain? Est-ce que, selon vous, la politique aujourd'hui, elle est là? Et les jeunes aujourd'hui veulent faire de la politique. Est-ce qu'on peut avoir de l'espoir pour une jeunesse à venir qui est politisée? Et je crois que pour répondre, je vais définir d'abord la politique. Oui, très rapidement. Et la politique, d'abord de façon générale, c'est l'organisation et la gestion de la société ou d'un État ou d'une communauté. Bon, en tant que chrétiens, nous ne devons pas dire que nous devons être en marge de la politique. Oui. Nous devons nous impliquer dans la vie politique. Oui. Mais comment faire la politique? Ce sujet, il y a beaucoup de divergences sur ça. Il y a d'autres qui soutiennent qu'il faut pas faire, le chrétien ne doit pas faire la politique. Il y a d'autres qui disent qu'un chrétien doit s'impliquer dans la politique. Une jeunesse politisée, c'est quelle jeunesse? C'est cette jeunesse-là qui a un bord politique, qui a une droite ligne politique. Aujourd'hui, comme dans les autres pays, on a la gauche, la droite. Oui. Et quand tu es dans un parti politique, le parti a ses lignes. En tant que chrétien, il y a certaines lignes directives des partis politiques qui ne riment pas forcément à ce que le Seigneur nous enseigne. Parce que d'abord, les partis politiques, ils sont des adversaires en quelque sorte. Oui. Si, malgré que l'idée que mon adversaire développe est une bonne idée pour le développement de la société, tant que c'est l'adversaire qui le développe, je vais le prendre en adversion, que cette idée est une mauvaise idée. Mais la jeunesse chrétienne qui veut s'impliquer dans la politique ne doit pas être comme ça. Il doit travailler avec tous les bords politiques. Il doit voir ce qui est bon. Il doit être quelqu'un qui donne des conseils. Il doit avoir quelqu'un qui donne des directives aux politiques. Mais si tu veux être politisé, borné sur votre ligne droite seulement, tu vas faire certaines choses qui ne glorifient pas le nom de notre Seigneur. Ok, chers téléspectateurs, je crois que cette émission vous a tellement intéressé et le temps qui nous est imparti est terminé. Je rappelle que j'ai reçu sur ce plateau M. Guédio Athiou et l'homme. Il est analyste politique, il est jeune chrétien de AD, Temple Patmos d'Avedji. Oui. Est-ce que vous avez un mot pour votre pasteur, très rapidement? Oui, je salue le pasteur Amouzo Nioman et sa femme pour ce travail qu'ils font au niveau de la jeunesse Avedji et la communauté chrétienne. Merci beaucoup. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie, frère Timothée. Le plaisir est partagé. Merci. Oui. Nous voici à la fin de cette émission. Vous que nous avez suivis, que Dieu vous bénisse de par le monde et samedi prochain. Bye. Suivez tous les samedis de 9h à 9h30 sur la chaîne TV, votre émission. Église et jeunesse, une émission